Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Aviva encore une fois pour ce Café Psy. Je suis très heureux aujourd'hui de retrouver mes deux intervenants pour parler de sexualité, de non-sexualité et de couple. Je vais les laisser se présenter. J'en profite pour dire aussi à Radio Aviva, à nos auditeurs, que c'est ma grande dernière. Je salue la directrice de la station pour les petits couacs qu'il y aura peut-être au cours de cette session. Merci à tous d'être ici. Je vais commencer par vous laisser vous présenter pour définir un petit peu les contours de notre discussion. Et puis, on va se laisser porter par les sujets très intéressants qu'on va aborder aujourd'hui. Wayne. Merci Yann. Dr Wayne Bodkin, je suis docteur en psychothérapie avec une spécificité sur les couples, les familles. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, les relations. Et évidemment, on va parler de la sexualité. J'interviens dans un DU sur la sexologie à l'Université de Marseille, Nîmes et Montpellier. Donc voilà. Bonsoir, merci Yann pour l'invitation. Donc moi je suis Jordi Oumira, j'ai 33 ans. On me connaît plus sous le pseudo Mister Rose sur les réseaux sociaux. Et je suis spécialisé depuis 2019 sur la sexualité et les relations de couple et plus précisément sur les relations non exclusives. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail pendant l'émission. Étonnant, il n'y a que des mecs. 3 mecs, je constate. Non, voilà. On va compter, oui, effectivement, on va compter sur les questions d'ailleurs, puisque ça se répartit en 2 parties, un temps d'échange et puis un temps de questions. On va compter sur vous d'ailleurs à la fin, parce que souvent on a du mal à se lancer, puis à la fin on manque de temps. Donc préparez déjà vos questions. Ça va être intéressant tous les deux que vous parliez, entre guillemets, de vos expériences personnelles ou plutôt professionnelles, parce que vous n'avez pas tout dit sur ce que vous faites tous les deux réellement, vous en avez gardé sous le pied, c'est bien. Donc, on va commencer dans ce programme qu'on a, sexe, no sexe et le couple, peut-être par le sexe. Voilà, mettons les pieds dans le plat. La première question naïve qui me vient, quelque part, c'est tout un programme, c'est quoi le sexe aujourd'hui? Est-ce que Wayne, peut-être avec son parcours universitaire, peut nous renseigner, et puis Jordi dans sa pratique? Énorme, c'est un sujet monstre. C'est quoi le sexe, sexualité, comment définir? Déjà, quand on dit ça, souvent, les gens pensent tout de suite à ça que je nomme génitalité, la sexualité, là. Mais la sexualité, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. C'est entre des personnes, pour moi, c'est les relations entre les personnes et comment ça fonctionne. Et c'est là où c'est intéressant le titre sexe, no sexe. C'est quoi un couple no sexe? Parce que quand on dit no sexe, on parle de sexe. Et donc, évidemment, il est là. Le sexe est toujours là. D'ailleurs, si on réfléchit ensemble, le sexuel, c'est partout. Regarde le pub, n'importe quel pub. Il y a la sexualité, homme, femme, bi, homo, partout, partout, partout. Ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui vend. Pourquoi ça vend, le sexe? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment un moteur pour nous tous. Les gens qui vont dire oui, mais moi, c'est pas la sexualité, le sexe, c'est pas vraiment un truc pour moi. Si. Quand on commence à gratter et de voir comment cette sexualité dans votre vie fonctionne, on va dire ah, ok, il est là, il est très présent. Le petit mot entre quelqu'un que vous aimez bien, l'échange, les choses que vous faites, là, on trouve le sexe. Il y a ensuite la sexualité génitale aussi, et c'est important. Et je pense qu'on est dans une période aujourd'hui, 2023, qui est extraordinaire parce qu'on est en train de parler ouvertement sur toutes les pratiques. D'ailleurs, Jordi, c'est un expert aussi qui parle beaucoup, mais plein de mots et tout ça qui vient. Je me souviens, c'était jusqu'avant Noël, il y avait un colloque et j'étais avec un avocat. Je ne vais pas le nommer parce qu'elle est très connue localement. Et la personne était en train de présenter. Il a parlé d'un bukake. Il dit, c'est quoi? Elle me dit, c'est quoi un bukake? Je ne connais pas.
J'ai jamais entendu un bukake. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est un bukake. Un bukake, c'est quand il y a plusieurs hommes qui éjaculent sur quelqu'un. Ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une éjaculation multiple, éjaculation sur quelqu'un. Ça s'appelle un bukake. Voilà, vous connaissez ces mots-là. Mais c'est une explication qu'on est en train de parler de ces genres de situations que jamais, je pense, on a parlé il y a 10 ans ou 20 ans. Les choses sont en train de changer en France. Je dis super, c'est chapeau, on a besoin. Donc, sexualité, c'est une petite introduction, mais c'est énorme, énorme. Oui, ce qui est tout de suite intéressant avec Jordi, c'est que lui en parle justement de la sexualité. Wayne en parle dans son cabinet, quelque part, et c'est ce qui se faisait historiquement, hein, de pouvoir en parler. Encore, c'était pas facile. Et puis aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut en parler encore plus ouvertement, toucher encore plus de monde, ou avoir des débats, entre guillemets, à plusieurs, je dis bien des débats. Et Jordi, si tu veux bien nous parler à la fois de ton expérience, de ce que tu vois, et puis de ces nouveaux codes. Je rejoins Wayne à 100% sur ce que tu viens de dire. Effectivement, la sexualité, c'est un sujet très riche, dans le sens où on peut aborder la sexualité de plein de façons différentes. Et puis, ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que la sexualité existe depuis la nuit des temps. Sinon, on ne serait pas là pour parler face à vous aujourd'hui. On a tendance aussi à oublier que la sexualité, ce n'est pas seulement procréer, c'est aussi prendre du plaisir. Et j'irais même plus loin en disant que c'est la majorité du temps pour prendre du plaisir. Sinon, on serait beaucoup plus que 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Moi, ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, justement, que on a... Ouais, je vais prendre ton micro parce qu'il y a un petit bug. Ce que je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une libération de la parole autour des sujets sexos. C'est quelque chose de très positif, parce qu'il y a quelques années en arrière, tu le soulignais, Wayne, c'était pas le cas. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus librement. Ça fait 5, 6, 7 ans, grand maximum, que sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs comptes, plusieurs créateurs et créatrices de contenu qui parlent de sexualité sur les réseaux. Et ça permet à beaucoup de gens de s'informer, d'une part, d'accéder à l'information, parce que pour rappel, l'État français a voté une loi en 2001, donc il y a quand même plus de 20 ans, qui impose dans les écoles, les collèges et les lycées 3 séances d'éducation sexuelle par an. Dans les faits, c'est pas le cas, c'est pas tenu par faute de moyens, par faute de formation aussi. Les instituteurs et professeurs n'ont pas forcément la formation adéquate pour en parler aux élèves, aux adolescents. Et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un vecteur d'information. Ça permet aux jeunes et aux moins jeunes, puisqu'il y a aussi des personnes de tous âges qui viennent sur les réseaux sociaux, de s'informer d'une part, et puis de découvrir aussi certaines choses autour de la sexualité, car encore une fois, c'est un sujet hyper riche. Alors, est-ce que, dans la continuité, est-ce que au-delà de s'informer, vous avez, tous deux différemment, l'impression que la sexualité change, ou c'est juste qu'on met à jour une sexualité qui était déjà là? Alors, à titre personnel, moi, ce qui me semble percevoir, c'est que on met à jour justement des sexualités qui existaient déjà, sauf qu'on en parle plus librement aujourd'hui. On en parle plus librement. Alors, les gens n'en rentrent pas forcément dans leur intimité, sur le plan public, je veux dire, hein. Les gens ne mettent pas au jour leur vie privée, mais en parlent plus librement, peut-être pour essayer aussi de trouver des solutions et tendre vers un épanouissement aussi. Moi, je perçois beaucoup ça, une recherche perpétuelle d'épanouissement, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire à travers le sexe ou à travers le no-sexe, justement. Parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte que la sexualité, parfois, est devenue une injonction et qui se rendent compte après plusieurs années. Il y a des personnes, moi, qui viennent discuter avec moi sur les réseaux et qui me disent, voilà, ça fait 20 ans que je suis en couple, que je suis marié, et je me rends compte aujourd'hui que la sexualité, c'est pas un sujet que j'aurais dû intégrer à mon quotidien parce que j'en éprouve pas le besoin. Par exemple, donc il y a des termes qui permettent justement de donner des mots, enfin, de mettre des mots sur ça, comme le terme asexuel. Donc, c'est des personnes qui n'éprouvent aucun désir, aucun besoin sexuel. Il y a des personnes aussi aromantiques, c'est-à-dire qui n'éprouvent pas le besoin ni le désir d'entretenir des relations amoureuses. Et aujourd'hui, justement, c'est mis au grand jour et les gens en parlent plus librement.
C'est très intéressant et parce qu'on voit que sur l'espace public, à la fois, ça se libère, mais je rentre pas dans l'intimité. Dans l'intimité du cabinet, dans l'alcôve du cabinet, qu'est-ce qui se dit? Est-ce que les pratiques changent? Est-ce que les gens assument plus ou cherchent de nouvelles réponses Je pense que c'est peut-être c'est la différence entre aujourd'hui et moi, peut-être. Hein. Le gens va sur les réseaux sociaux et va chercher les infos que Jordi met brillamment en place avec son blog et tout le reste. À le même temps, c'est souvent un sur un. Donc, c'est quelqu'un qui va poser des questions, échanger avec vous. En cabinet, moi, je reçois le couple. N'importe quel couple, des femmes, des hommes et des femmes, tout ça. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on est ensemble, en couple, c'est plus compliqué, je pense, de parler de la sexualité. Je parle, par exemple, je fais un petit bilan, je demande qu'est-ce que c'est la première fois que vous avez vu, par exemple, vos parents, hein, si vous avez des parents ou des adultes qui vous ont enlevé, est-ce qu'ils étaient affectifs, est-ce qu'ils s'embrassaient, est-ce que vous avez des histoires de ça? Et je suis vraiment surpris, bon, pas surpris. Beaucoup de fois, plusieurs fois, les gens me disent non, j'ai jamais vu. En fait, mes parents n'étaient pas très expressifs avec leur amour pour l'un et l'autre. Je pense qu'ils s'aimaient ou pas, voilà. Et il y a toutes sortes d'histoires. Ensuite, on va parler de la sexualité. Comment vous avez appris sur la sexualité? Quasiment. C'était l'école, les amis, voilà. Et quand on commence à regarder, souvent, c'est les amis, c'était l'école, c'est le porn. Le porn, c'est souvent la première porte. C'est plus pour les garçons, pour les filles, mais les filles aussi, hein, et donc très jeunes. Et ces idées qui viennent, donc là. Et donc, au fur et à mesure, on commence de parler doucement de la sexualité. Je pense aussi si je lance ça tout de suite, il faut qu'il y ait un lien entre le thérapeute et le couple. On ne peut pas simplement dire bonjour, bonjour, parlez-moi de votre sexualité. Non, ça ne marche pas. Il faut d'abord avoir la confiance des personnes qui sont là et ensuite, on peut creuser ces questions qui sont nécessaires, vraiment profondes. Et chaque fois, presque, je suis étonné, les gens me disent, c'est la première fois que je parle à quelqu'un, un tiers, autre que, et même avec mon partenaire, sur l'intimité, la sexualité, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on voit de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que les situations qui étaient difficiles pour vous, est-ce qu'il y a toute cette historique sur carrément le côté génital aussi. Et là, on peut avoir plein de choses. Oui, je n'aime pas la taille de mes seins, ou ils sont trop gros, trop petits, etc., etc. C'est douloureux. Et donc, on peut souvent aussi aiguiller des personnes vers un gynécologue, vers un urologue. Je me souviens, monsieur, 70 ans, qui est venu avec sa femme, qui avait à peu près le même âge. Ils sont venus loin et on a parlé de éventuellement sexualité dans le couple et il me dit j'ai pas très branché sur la sexualité parce que c'est douloureux quand même. Hein. C'est douloureux. Ah, d'accord. Oui, mais vous savez, quand je le fais, ça fait mal. J'ai fait mal. Oui, dans votre pénis. Oui, oui, oui. Écoutez, moi, j'aimerais que vous voyez un urologue. Donc, il va à l'urologue. Il y a un problème de phimosis depuis des années. Vous imaginez, il a des enfants, ce monsieur, mais il a souffert toutes ces années. Alors, pour beaucoup de gens, peut-être qui sont en train de nous écouter, il va dire, mais c'est évident. C'est pas aussi évident que ça. Et donc, on est en train de briser. Et c'est pour ça, le travail qu'il fait Jordi et nous tous dans ce domaine, c'est tellement important. On ne peut pas imaginer la souffrance. Quelquefois, c'est un truc banal. Il a eu une petite intervention dans le même jour. Et après, il dit, mais c'est génial. Et madame me dit, je regrette un petit peu qu'il est venu de vous voir, monsieur. Mais donc, voilà, c'est un exemple, plein de choses. Oui, c'est hyper important. Et comme tu le dis, et c'est ce que je trouve intéressant dans l'aventure de Jordi, c'est que l'espace public des réseaux sociaux permet de parler de choses intimes tout en gardant une forme d'impersonnel qui permet de s'adresser à tous et que personne ne se livre totalement parce que noyé dans la masse. Et je l'ai lu dans son livre, Le sexe dans la vraie vie. J'en fais un peu de pub, mais je le montrerai tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, et parce qu'aussi je
le suis, c'est qu'il a commencé finalement avec son expérience. Petit à petit, je vous invite à suivre son compte, Mister Rose, il s'est renseigné, il s'est formé, et aujourd'hui, on sent aussi il s'attribue un vrai, dans le bon sens du terme, un vrai devoir de responsabilité. Et c'est-à-dire qu'il essaie de délivrer aussi des messages qui sont pédagogiques, des messages qui sont médicaux. Et c'est ça qui est très intéressant dans le travail que fait Jordi, parce que tout le monde n'a pas les moyens financiers ou entre guillemets socio-culturels d'accéder à un sexologue. Et c'est ça qui est intéressant pour nous en tant que thérapeute. La question suivante, pour rester dans le couple, toujours Wayne et puis après Jordi, finalement, ce dont je me rends compte, parce que je suis aussi psychiatre en consultation, c'est que le couple évolue souvent tout seul. Et rarement on parle à ses amis de à quel stade t'en es dans ton couple, comment ça se passe. On n'ose pas, on le fait parfois de personne à personne, mais pas de couple à couple. Est-ce qu'il y a différentes phases, d'abord peut-être sur le côté théorique dans un couple, sur lesquelles les gens pourraient s'identifier des milestones en se disant ok, j'en suis là et quelque part c'est normal, j'ai des questions à me poser. Oui, je pense que c'est normal. Qu'est-ce que c'est normal? J'ai banni ces mots déjà. C'est pas pour être dans le sémantique, mais franchement, normal, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai jamais vu. Ça, c'est la première remarque. Mais deuxièmement, je pense, oui, les stades de couple, ça change. Au début, il y a le lune de miel. Souvent, c'est ça dans le couple. Et ensuite, s'installe la routine. Et c'est là où on peut aussi avoir toutes sortes de questions qui sont liées avec la sexualité, avec la génitalité, avec toutes les relations entre eux. Les choses que moi, je le dis toujours, j'ai des hypothèses. Et certaines hypothèses avec lesquelles je commence, c'est que tout problème lié avec la sexualité vis-à-vis un couple que je le vois, d'abord, c'est à deux. C'est jamais un problème de un ou l'autre, mais c'est présent comme ça. C'est toujours quelque chose concernant le couple qui est là. La deuxième hypothèse, c'est de dire, OK, ça peut aussi cacher ces problématiques qui est présentée d'autres choses. Et si on n'est pas adressé les autres choses, la problématique concernant la sexualité, voilà, on est un petit peu à côté de la plaque. Donc, je pense qu'il faut adresser les problématiques qui se présentent, qui sont cachées quelque part, derrière cette problème de sexualité. Et je pense des choses comme ça, j'ai toujours en tête au niveau clinique, et hyper important. Je souligne ces choses-là, parce que c'est ça que je vois vraiment souvent. Et donc, ça bouge en termes de couple. Et Jordi, lui, qui par son regard, parce que l'on est dans le couple, dans sa structure classique, aujourd'hui, le couple est vraiment fractionné avec des nouvelles identités. Est-ce que ce serait possible que tu nous définisses un petit peu les nouvelles formes de couple ou de non-couple, entre guillemets, et comment on peut évoluer là-dedans ? Il y a plusieurs formes de couple. Il y a le couple dit traditionnel, donc le couple qu'on connaît, l'image du couple qu'on connaît toutes et tous, c'est-à-dire le couple exclusif, marié ou non, pas forcément, mais en tout cas qui vit sous le même toit, etc. Et on se rend compte que depuis quelques années, la parole se libère de plus en plus sur de nouvelles formes de couple. On peut parler notamment de couple libre ou de couple non exclusif. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont s'autoriser, dans un cadre qu'elles vont définir ensemble, bien sûr, une liste de règles qui vont leur permettre d'évoluer et d'entretenir des relations sexuelles avec d'autres personnes, par exemple. Alors moi, souvent, on me dit « oui, mais c'est un moyen de cautionner la tromperie ». Comme je dis souvent, ça n'a rien à voir, puisqu'on évolue dans un cadre. Les règles sont posées dès le départ, etc. Il y a une autre forme aussi de couple dont on parle de plus en plus, qu'on appelle le polyamour. Donc le polyamour, pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme, c'est le fait de laisser ses sentiments parler et de pouvoir se laisser la possibilité de tomber amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas limité au couple. Ça peut, donc il y a une relation, ce qu'on appelle une relation socle, donc une relation principale, et autour de cette relation principale vont graviter d'autres relations amoureuses. Ça convient à certaines personnes, ça ne convient pas à d'autres. Et encore une fois, il n'y a pas d'injonction là-dessus. Et comme je le dis souvent, comme je le rappelle souvent aussi à travers mes écrits, c'est qu'il n'existe pas une vérité absolue. En fait, les vérités sont multiples. Il y a autant de vérités que de couples,
en fait. C'est au couple de définir ses besoins et ses envies aussi. Donc ça passe par la communication, parce que beaucoup de couples ont l'impression de communiquer, mais c'est pas le cas dans les faits. C'est-à-dire que la vraie communication, c'est une communication active. On pratique aussi l'écoute active, donc on prend en considération les envies et a fortiori les besoins de son compagnon ou de sa compagne. On écoute tout ça, on partage aussi ses propres envies et puis on essaie de trouver, alors sans parler forcément de compromis, un terrain d'entente en tout cas qui permet justement d'évoluer et potentiellement de se réinventer aussi. Moi, je discute souvent avec des personnes, même des couples qui viennent me voir séparément sur les réseaux et qui me donnent chacune et chacun leur point de vue et qui, après 20 ans de relation, 20 ans de mariage, se disent, bon, ben, on a envie de réinventer notre couple, tentons l'aventure du couple non exclusif. Et justement, ils mettent en place une série de règles qui vont leur permettre d'évoluer et aussi entre guillemets, de se sécuriser mutuellement pour pouvoir tenter cette invention. Oui, j'ai lu dans ton livre Le sexe dans la vraie vie, justement que tu parlais comme socle notamment de la confiance. Alors, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les gens qui nous écoutent, qui en sont peut-être là, soit dans leur vie, soit dans leur couple, de se dire comment on pourrait tenter ça sans complexe, en se faisant confiance, pour tenter de le réussir? Déjà, je serais tenté de dire, il ne faut pas tenter l'aventure de la non-exclusivité sans réelle confiance. C'est voué à l'échec. Dans le sens où si on ne fait pas confiance à ça ou son partenaire, on va forcément engendrer des sentiments qui sont très difficiles à vivre, comme la jalousie par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met en place sur le long terme. Il faut en discuter, il faut prendre le temps de digérer l'information aussi. Et puis, prendre le temps de se projeter, c'est très important. On ne se dit pas, demain, couple non exclusif, let's go, on y va et on verra bien ce qui se passe. Non, dans les faits, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. De la même manière, il y a pas mal de personnes qui me contactent en me demandant justement des conseils sur comment se lancer dans la non-exclusivité. Et il y en a plein qui croient que ça va résoudre toutes les problématiques du couple. En fait, c'est totalement faux. Si on se lance dans la non-exclusivité en partant du principe que ça va résoudre les problèmes du couple, en fait, ça va provoquer l'effet inverse. Parce que bien souvent, la non-exclusivité, donc le fait, encore une fois, de pouvoir entretenir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ouvre la voie à un sentiment disons à une recherche qui permet d'identifier chez une tierce personne, de combler des besoins qu'on n'a pas dans son couple actuel. Et ça, il y en a plein qui se cassent les dents justement en prenant le problème à l'envers et qui se rendent compte qu'en fait, c'était pas du tout la bonne solution. Et puis, bien souvent, ça mène à la rupture. Donc c'est vraiment difficile, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ce que l'on croit sur le papier. C'est pas si simple de se lancer dans la non-exclusivité, aussi pour la simple et bonne raison que les schémas dans lesquels on évolue aujourd'hui sont basés sur le couple exclusif. Je connais très peu de personnes qui ont évolué dans une mentalité de non-exclusivité du couple. C'est très difficile de tomber sur ce genre de personnes. Il y en a, mais vraiment, c'est un très faible pourcentage. Donc vraiment, il faut prendre le temps de réfléchir aux tenants et aux aboutissants, et puis ensuite de définir des règles, donc un cadre dans lequel évoluer, ce qui va permettre de se rassurer l'un l'autre. C'est très important aussi, parce qu'il faut venir de temps en temps déconstruire un petit peu les schémas, encore une fois, dans lesquels on a évolué, comme la jalousie, par exemple. C'est accepter l'individualité de l'autre, accepter que l'autre puisse disposer de son propre corps comme il ou elle entend. C'est aussi très important, parce qu'on a tendance à penser que parce qu'on est en couple, l'autre nous appartient. Sauf qu'en fait, c'est une fausse croyance. Ce n'est pas le cas. L'autre ne nous appartient pas. L'autre nous offre son amour. L'autre nous offre éventuellement son corps aussi. Mais c'est pas pour cette raison que l'autre nous appartient dans son intégralité. Et on pourrait peut-être se dire, d'une manière philosophique, parce que c'est vraiment une philosophie de vie, que notre partenaire a la possibilité de disposer de son propre corps comme il ou elle entend. Et puis, pour terminer sur les règles, ça peut être des règles très précises comme protection obligatoire, préservatif, on ne prend pas de risque pour éviter d'attraper des IST, des infections sexuellement transmissibles, mais ça peut être aussi
des règles qui sont plus larges, comme je souhaiterais dans un premier temps que tu n'aies pas cette pratique avec telle personne. Et évidemment, dans les faits, on se rend compte, les couples non exclusifs se rendent vite compte que c'est soit trop restrictif, soit au contraire pas assez. Donc justement, c'est un jeu de funambule, faut trouver l'équilibre. Encore une fois, c'est à travers la communication qu'on réussit à trouver des solutions. Ce qui est très intéressant, avant que Wayne apporte son éclairage, c'est aussi dans ton livre de la possibilité, en fait le livre est construit à la fois sur des explications, mais aussi sur des exemples un petit peu romancés. Et ce qui est très intéressant, c'est la possibilité, enfin qui m'a marqué dans la lecture, d'une expérience différente. C'est-à-dire que la première expérience de couple non libre, il y en a un pour qui ça peut être très bien et l'autre finalement ne pas être bien. Et ça, c'est quelque chose aussi à négocier. On le voit dans le livre sur comment on peut dépasser ça et aussi une insatisfaction de ce qu'on y a trouvé. Wayne, peut-être de ton expérience. Oui, je pense à plusieurs situations pour les amours. Je pense à un couple qui est venu et c'est madame qui a dit je vais rencontrer quelqu'un en fait et j'annonce et donc c'était l'assaïsme dans le couple. Première réaction. Un couple qui était ensemble depuis longtemps et elle a dit donc l'idéal pour moi c'est qu'on reste ensemble mais je peux continuer de voir ce monsieur comme un amant. Hein. Et en fait, parce que je vous aime tous les deux. Et en fait, en finale, pour monsieur, le partenaire de longue date, des années, a dit non, 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 non. En fait, c'est pas possible. C'est pas dans le contrat. Et là, je te joins complètement aujourd'hui. Je pense que dans mon expérience, il faut un contrat entre guillemets moral, pas quelque chose qui est écrit nécessairement. Ça peut être écrit entre le couple. C'est pas un valeur juridique, mais c'est quelle base on va fonctionner dans notre couple. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Et je pense que c'est ça qui est important. Mais j'ajoute, ce n'est pas aussi simple que ça. Et j'en sens besoin. Pourquoi? Le libido, par exemple, n'est pas pareil chez l'un et l'autre, souvent. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un qui a un libido beaucoup plus fort que l'autre? Je dis, OK, tu as un libido plus fort, mais... Voilà, je comprends que pour toi, c'est beaucoup plus important. Pour moi, beaucoup moins. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je ne suis pas nécessairement d'accord que oui, mais je voudrais être satisfait. C'est frustrant pour moi. Et quelquefois, les questions derrière, ce n'est pas nécessairement l'autre. Et effectivement, j'ai eu des expériences dans les cabinets, des couples qui m'expliquent quand ils ont essayé d'avoir une relation ouverte avec d'autres. En fait, ce n'est pas aussi satisfaisant comme ça. Parce que c'est OK si c'est uniquement pour un rapport sexuel, mais qu'est-ce qui se passe après quand l'autre, avec lequel j'ai eu cette expérience, veut une relation plus stable, ça devient plus compliqué. Et donc, il y a plein de situations. Ça peut être complètement open ou pas. C'est pour le couple de décider et d'avoir ces contrats. Je pense vraiment que c'est important de réfléchir ensemble. Qu'est-ce que vous voulez et comment ça va fonctionner? Et penser de tous les alliés. Mais c'est difficile parce qu'il faut vivre et souvent ils sont confrontés par les situations qu'ils n'ont jamais imaginées. Jamais. Et je pense à un autre couple qui a été ensemble. Dans ces cas-là, c'est monsieur qui avait une autre femme. Et donc, c'est polyamour, pareil. Elle était au courant. Et elle me dit dans le cabinet, ça ne me dérange pas trop parce qu'il ne m'embête pas trop. Oui. Il part, il le voit. Je sais qu'on a mangé ensemble, on a eu un dîner. Elle est très gentille. Mais ça ne me dérange pas, c'est parfait. Comme ça, je suis tranquille. OK. Pourquoi vous êtes là? C'est quoi le problème? Les vacances. Quoi, les vacances? On va partir en Grèce ensemble. OK. Et en fait, il voulait qu'elle vienne. Alors là, je dis, attends, non, c'est notre vacances, c'est pas la vacance à toi. Oui, mais elle est gentille, elle va être là, elle va, vous inquiétez pas, financer. Non, c'est pas une question de finance. Et c'est là où on voit bien la fissure qui est apparue, parce qu'en fait, l'autre était en train encore de prendre beaucoup plus de place qui était prévu. Dans la tête de madame qui a dit au début ça ne me dérange pas, il me laisse tranquille. Mais en fait,
ça a évolué. Donc, un autre exemple de problème, c'est pas aussi clair, oui, facile que ça. Ça fait la transition, entre guillemets, toute trouvée vers la suite. Comment aujourd'hui on vit les différentes formes de relations no sexe par épuisement de la libido, qui peut être lié d'ailleurs à la ménopause ou à l'andropause, qui peut être lié à l'habitude, et puis qui, Jordi interviendra là-dessus, qui peut être choisi dès le départ. Comment on compose avec ça? Euh, D'abord, c'est vraiment très compliqué aussi. Désolé, hein, parce qu'on voit bien, on dit au début de l'émission, la sexualité, c'est extrêmement complexe et plus large. Là, je pense à un couple qui ont des enfants, ils sont ensemble, tous les deux des très bons jobs, voilà, ils sont heureux ensemble, plein de copains et tout le reste. Là, après plusieurs séances, j'annonce qu'en fait, c'est madame qui dit il ne voulait pas faire le mot avec moi. Je dis, ah, la dernière fois, c'était quand? Bah, ça fait 4 ans, 5 ans. Je dis, ah oui, d'accord. Vous savez pourquoi, monsieur? Pourquoi vous ne voulez pas je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Vous avez des érections, monsieur? Oui, j'ai des érections. D'accord. Vous se masturbez? Oui. D'accord. Donc, clairement, on voit bien qu'il y a une sexualité. Pas avec madame, en termes de génital. Ils sont ensemble, ils sont très heureux ensemble, apparemment, sauf que c'est problématique de sexualité. Elle était en demande, mais je pense que ça cache d'autres choses. Lui est en train d'utiliser le porn, il se masturbe régulièrement, donc il n'y a pas de problème, sauf que pas avec elle. Alors, c'est quoi le problème? C'est ça qui est intéressant de voir. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi derrière? C'est pour ça que je dis avant, dans les hypothèses, est-ce que ça cache d'autres problématiques dans ces couples? Oui, il y a d'autres problématiques. Parce qu'on peut être amis, proches, mais c'est quoi un couple? La question qu'on est posée tout au début de la... C'est quoi un couple exactement? Est-ce qu'il faut qu'on fasse le mot ou pas? Ben, en fait, on peut avoir une relation où on est tous les deux d'accord de ne pas avoir un rapport sexuel ensemble. Chacun dans son coin. C'est tout à fait possible. Je reviens à l'idée de le contrat. Le sexe, c'est aussi le plaisir. Et comment c'est plaisir? Mais c'est lié, je pense, avec le fantasmatique. C'est lié avec plein de choses. Alors, est-ce que monsieur... Et ça, je ne sais pas à ce moment. Le travail continue. Est-ce que ce monsieur est homosexuel? Est-ce qu'il est bisexuel? Est-ce que ça cache d'autres choses en termes de le côté génital? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a encore le travail à faire là. Mais je vous amène un exemple concret. Hein. En vous écoutant tous les deux avant qu'aujourd'hui intervienne, j'ai l'impression que c'est, là comme ça me vient, mais le couple, c'est aussi une question d'attente, de s'accorder sur les attentes à l'intérieur d'un contrat quelque part socio-culturel qui a été défini par notre histoire et puis aujourd'hui qui bouge un petit peu, mais que ce soit dans finalement la liberté, c'est la question des attentes qui s'accordent et finalement aussi dans le couple. Toi, Jordi, sur voilà, le no-sex, peut-être avant le couple ou dans ces nouvelles identités, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Disons que la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui existe. Il y a des gens qui, à cause du poids de l'injonction sociétale, se rendent compte qu'elles pratiquent le sexe sans vraiment en éprouver l'envie ni le besoin. Donc là, c'est problématique, parce qu'à partir du moment où on se force, ça n'engendre rien de sain. Après, il y a aussi la problématique de la discordance de libido. Donc, deux membres d'un couple qui n'arrivent pas à se rejoindre sur la libido. Alors, ça peut être ponctuel, mais ça peut s'inscrire aussi dans le temps. La libido n'est pas régulière dans la vie de chacune et de chacun. Et puis, la sexualité évolue aussi tout au long de la vie. Tout à l'heure, Yann, tu parlais de ménopause et d'andropause, par exemple. Il y a des couples qui voient ça comme une fatalité et qui cessent tout rapport sexuel. Mais à l'inverse, il y en a qui voient ça aussi comme un moyen de se réinventer. Donc il y en a qui décident de revoir un petit peu la philosophie et leur rapport à la sexualité. Et on a tendance à croire que la sexualité, c'est le seul et unique moyen de se rapprocher de quelqu'un et d'avoir un lien physique, un lien intime avec une personne. C'est une fausse croyance, encore une fois, parce qu'on peut très bien prouver et montrer son amour à quelqu'un par d'autres moyens que la sexualité.
Ça peut être des choses toutes simples, des câlins, des caresses, des compliments. Il y a un livre qui a été écrit, c'est Les 5 langages de l'amour. J'ai oublié le nom de l'auteur. Gary Chapman. Gary Chapman, exactement. Par Gary Chapman. Et Les 5 langages de l'amour, je vous invite à lire ce livre-là, permet non seulement déjà d'identifier la manière que vous avez de communiquer votre amour auprès de votre partenaire, ça permet également d'identifier la manière dont votre partenaire a de vous communiquer son amour aussi, et potentiellement de redéfinir les contours de votre couple. Donc la sexualité, il ne faut pas que ce soit une fin en soi. La sexualité, c'est bien quand on en a envie. Je ne suis pas trop d'accord avec l'idée de besoin d'avoir une sexualité, plutôt avec l'idée d'avoir une envie. Et encore une fois, quand il y a des discordances de libido au sein du couple, on peut très bien trouver d'autres solutions sans passer nécessairement par le couple libre ou le polyamour, par exemple. On peut très bien se masturber. C'est pas interdit. La masturbation, ce n'est pas sale non plus, comme on peut l'entendre. La sexualité n'est pas sale et on peut la pratiquer seule. Alors effectivement, c'est différent de la sexualité qu'on peut entretenir avec une autre personne, mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. On peut très bien s'épanouir dans un couple sans avoir de relations sexuelles. Oui, j'ajouterais aussi que, effectivement, quand il y a, je pense là, un homme qui a eu beaucoup de problèmes suite à un cancer des testicules, qui a affecté le libido, affecté le problème d'érection. Pour les hommes plus âgés aussi, j'entends souvent ça. Ou aussi des personnes qui atteignent de la maladie de dépression, très courant. Et on sait bien qu'un des effets secondaires souvent, c'est un impact sur le libido. Il y a des molécules, et heureusement, il y a les psychiatres brillants qui peuvent prescrire d'autres molécules, mais même quelquefois, même avec ça, on ne trouve pas le bon, et malheureusement, il faut vivre avec ce manque d'érection, par exemple, concernant les hommes, et concernant les femmes aussi, hein, parce que ça enlève le libido là. Mais moi, je dis toujours, vous avez une main, vous avez les doigts, vous avez une langue, vous avez votre corps. Si on va réduire la sexualité de chaque homme et femme à simplement les seins, les vagins, les clitoris, le pénis, les testicules, c'est vraiment triste. Hein. On est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et il faut utiliser l'imagination. Et je pense que ça, c'est important. J'utilise aussi souvent, avec le couple qui a perdu un petit peu cette intimacy, c'est un petit peu comme les adolescents, quelquefois, quand il y a eu une longue période sans un repos. Les exercices qui s'appellent Sensate. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sensate. C'est intéressant. La première étape, il y a 4 étapes. La première étape, c'est un massage. Hein, on déshabille l'autre, et une douche de la tête, sécher la personne et un massage. Et la première étape, c'est interdit de toucher les génitaux. Interdit. Et donc, c'est intéressant parce que souvent, les couples me disent après, mais j'étais très excité, quoi. Donc, j'étais en érection. La femme me dit, bon, j'étais chaud, quoi. J'étais prêt. Non, on attend. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que, effectivement, souvent, les choses qui peuvent nous exciter, si on regarde le pub, on en parlé avant, etc., c'est quoi les choses souvent? C'est de voir la personne tout nue ou le cacher, l'imaginaire. C'est ça qui est intéressant. De titiller quelqu'un, c'est pas de tout donner, c'est aussi d'attendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses de revenir sur ces éléments-là. Tout à fait. Alors, on va devoir passer aux questions. On pourrait parler pendant très longtemps. Néanmoins, je rebondis. Je vous conseille vraiment de commander, là, pour ceux qui ne posent pas des questions, les 5 langages de l'amour. Ça, vraiment, c'est un peu vieilli. Hein. La femme fait le repassage à la maison et l'homme travaille chez IBM aux États-Unis. Mais si on enlève les exemples, c'est exceptionnel, y compris dans les rapports parents-enfants. Donc, vraiment, je peux que vous le conseiller. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. On va passer aux questions. Toujours le moment où personne n'ose se lancer. Et puis ensuite, on sera frustré. Donc je compte sur vous pour vous lancer. Qui ose? Moi, j'ai une question, je peux? Je lance un truc. Moi, je veux dire savoir pourquoi je vous dis, qu'est-ce qui te donné l'idée de lancer Monsieur Ose? C'est génial. Franchement, sur Instagram, je vous dis, pourquoi tu as fait ça?
C'est une question qu'on me pose souvent. En réalité, déjà depuis, je pense, mon adolescence, la sexualité était un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir parce que on l'a dit, c'est quelque chose de très complexe, de très riche, etc. Puis moi, j'ai toujours eu cette curiosité, cette envie de comprendre les choses. Et la sexualité est tellement complexe et tellement nuancée aussi, parce que la nuance est très importante dans la sexualité. C'est quelque chose qu'on a tendance à perdre, même aujourd'hui, vraiment la nuance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, etc. Que j'ai voulu m'intéresser à ce sujet-là. Donc je me suis, comme Yann le disait tout à l'heure, penché sur mon expérience personnelle. Et puis après, je me suis auto-formé auprès de sexothérapeutes, sexologues. J'ai échangé avec énormément de sexothérapeutes et de sexologues, ce qui m'a permis d'avoir aussi de mettre un pied dans la santé sexuelle au sens large. Et puis, il y a aussi une problématique qui existait, c'est que il y a encore quelques années, sur les réseaux, on ne parlait pas de sexualité. Donc, l'information était trouvable, mais malheureusement, l'éducation sexuelle aujourd'hui, même encore en 2023, se fait beaucoup par le biais de la pornographie. Ça fait 1 an que l'État français dit on va essayer de mettre en place une régulation sur les sites porno pour faire en sorte que les mineurs ne puissent plus y avoir accès. Mais à chaque fois, c'est repoussé. On a juste un bouton, un clic et c'est fini. Tout le monde a accès à la pornographie, même les plus jeunes. Sauf que quel est l'effet qu'il y a quand on tombe sur un site porno quand on est jeune et qu'on fait son éducation via le porno? C'est justement qu'on a un rapport à la sexualité complètement biaisé parce que les jeunes n'ont pas le recul nécessaire et s'identifient aux acteurs et aux actrices porno, et sauf qu'on a tendance à oublier aussi, encore une fois, que c'est des performances. Ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc déjà, il y a cette volonté de vouloir faire de l'éducation pour pouvoir toucher le plus grand nombre, et puis faire en sorte que justement chacun puisse se poser les bonnes questions quant à sa sexualité. Parce que c'est ça aussi qui nous fait grandir, se poser les bonnes questions, voir si on est à sa place, si on se sent bien, etc. Parce qu'on a tendance à mettre la sexualité de côté alors qu'elle fait partie de la santé quotidienne des gens. Donc c'est très important d'en parler et de libérer la parole à ce sujet-là. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce concept. Oui, c'est très intéressant et j'en profite parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dévoué pour une question. C'est pas une question, c'est simplement une constatation. Je trouve qu'on parle beaucoup de sexualité, c'est bien. On parle aussi de plaisir, mais quel dommage de ne pas parler du désir. Absolument. Je pense que c'est ça que j'ai touché. Je n'ai pas dit le mot, mais effectivement, quand je dis de voir quelqu'un, tout nu, non. De voir quelqu'un couvert, ça commence avec le désir. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ces couples, ces désirs qui est là, qu'on voit dans la publicité. Qu'est-ce que la publicité est en train de vous faire? Il y a 2 choses. C'est le couple infernal, manque et désir. OK? Tous les publicitaires jouent avec ça. Il faut que le message doit être, vous manquez quelque chose et je vais vous fournir les choses qui vont remplir votre désir. Et c'est ça, c'est en gros. Et je pense que c'est lié avec la sexualité de base. Je cherche quelque chose qui manque et c'est le désir qui est là, qui est moteur. Mais effectivement, oui, je suis d'accord avec vous. Le désir, c'est fondamental, c'est magnifique. Même au-delà du désir, c'est le fantasme. C'est très important et c'est le problème du porno qui est souvent subi d'ailleurs. Les études le montrent. C'est pas un enfant qui avec son portable va chercher le porno. C'est dans la cour de l'école un des enfants qui lui montre. Et là, c'est un vrai choc. Et le problème du porno, y compris dans la sexualité adulte, en fait, empêche le fantasme. Elle le produit, elle l'impose. J'ai eu un garçon qui est venu avec son papa. Il dit, je crois qu'il ne voulait pas me dire quoi. Donc, j'ai demandé le père d'attendre dans la salle d'attente et parler avec le garçon. Il était très malade. Et en fait, je n'arrive pas de faire les choses comme dans le film. J'ai dit, quel film? Donc, il m'a commenté pour Nob, il a vu un film. Je n'arrive pas d'éjaculer 3 fois. J'ai dit, c'est OK, mais vous savez, c'est pas normal. Déjà, même si je n'aime pas le mot normal, mais j'ai dit, c'est les acteurs, effectivement, et tout ça. Et le problème, c'est que tous ces acteurs, hommes-femmes, sont souvent choisis parce qu'ils ont des attributs génitaux énormes et donc des complexes pour beaucoup qui regardent, on parle pas, etc. C'est vraiment pas réel, c'est pas ça la vie. Et en fait, les choses que je trouve vraiment
l'élément que je vais critiquer le plus, je pense, dans le porn, c'est que le manque de relation. C'est vraiment, on est dans un objet. L'homme ou femme, hein, c'est l'objet. C'est pas ça, la vie. C'est un sujet devant moi. C'est une relation. C'est comment on parle, comment on échange. Et c'est ça qui fait que quand on est le désir, c'est ça qui est important, fondamental. Oui, une autre question, on prend le temps, on a annulé la conférence après, donc on a 1 heure devant nous. Bon, bonsoir. J'ai une remarque. J'ai l'impression qu'en fait, il y a 2 mondes parallèles qui évoluent l'un en face de l'autre. D'un côté, la discussion qu'on a avec la reconnaissance des identités plurielles des individus et donc des sexualités qui s'y rattachent. Et de l'autre côté, ce que vous venez un petit peu d'évoquer, c'est-à-dire cette surconsommation sexuelle, mais basée sur des actes physiques purs. Et j'ai l'impression, malheureusement, que c'est plutôt masculin, une demande plutôt masculine, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de femmes qui se refusent au couple. J'ai l'impression, hein, c'est un sentiment, juste pour échapper peut-être à ce prisme de je dois accomplir un acte sexuel de telle et telle façon, purement mécanique. J'ai l'impression qu'hommes et femmes ne sommes pas dans les mêmes attentes. Bah, je vais vous confirmer, au niveau de nos cerveaux, on sait bien que le cerveau homme et le cerveau femme en général ne fonctionnent pas de la même manière. Les hommes en général sont beaucoup plus visuels, attirés visuellement, que des femmes. Et quand on pense au niveau de la sexualité, par exemple, là, je vous joins complètement. J'ai parlé avec monsieur, je n'aime pas généraliser, mais quand même, on voit ça. Les hommes vont être en érection presque tout de suite et on demande, et madame n'est pas du tout prête. Et donc, elle dit, ben, il faut le préliminaire. Et d'ailleurs, il y a un super livre qui est sorti que j'aime beaucoup. C'est un concurrent, je pense. J'oublie le nom de la personne, vous connaissez peut-être. Le titre, c'est Les Jouissances Club. Et c'est ça. Ouais. Et ce petit livre, c'est magnifique. J'ai feuilleté. C'est pas mal parce que ça parle de le préliminaire concernant les femmes. Qu'est-ce qu'on peut le faire? Et on dit qu'une femme, il faut prendre le temps. Et combien des femmes qui sont dans les cabinets, que je le vois, me disent, je dis, qu'est-ce qu'il fait comme préliminaire? Bah, tac, 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 ça y est, voilà. Donc, non, c'est pas ça le préliminaire. Et il faut prendre le temps, les caresses, développer le désir, etc. Donc, tout ça, c'est important. J'aurais voulu rebondir là-dessus. J'en profite pour rebondir aussi sur quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aussi, mais essentiellement beaucoup d'hommes, pour qui la sexualité égale pénétration. Alors qu'en fait, c'est plus à prouver, hein. Ce qui procure le plaisir chez la femme, essentiellement, c'est le clitoris. Il est composé de plus de 10 000 terminaisons nerveuses, donc c'est pas la pénétration, même si par la pénétration, on peut stimuler la partie interne du clitoris, c'est le clitoris qui génère le plaisir. Donc il faut abandonner aussi ce schéma-là de sexualité égale pénétration et redécouvrir justement des zones érogènes. Notre corps, même sur le corps des hommes, hein, notre corps regorge de zones érogènes. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là. Bah, moi aussi, je rebondis parce que tant pis pour la conférence. Perla, la directrice, si tu nous entends. Non, c'est que dans Jouissance Club, c'est très bien expliqué et c'est souvent, on voit à quel point on est enfermé dans ces schémas, c'est-à-dire que les hommes apprécient les préliminaires et qu'il y a des préliminaires à faire. Et en fait, très souvent, les femmes, on le voit dans les consultations de sexologie, se disent oui, il est mécanique et donc ne réfléchissent pas à ça. Et en lisant des livres comme ceux de Jordi ou Jouissance Club, on se rend compte qu'il y a toute une sexualité préliminaire, mais c'est que juste les hommes ne la connaissent pas. Et ils ont l'impression qu'aller directement à l'acte, finalement, ça va leur procurer le plaisir. Alors que, de même que pour la femme, ce qui procure le plaisir à l'homme, c'est autour du gland, qui correspond quelque part au clitoris, et finalement pas tant la pénétration. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi parce qu'on est enfermé dans des schémas. Et pour revenir, je pense que le porno est aussi à l'image, comme les films, comme la société, à l'image de notre société, c'est-à-dire très blanche, très objectale et très masculine. Mais ça n'est juste que le reflet.
Je pense un autre élément aussi qui vient dans mon esprit, c'est que comment, et c'est là avec le travail que je fais avec les autres de violences sexuelles, hein, je travaille aussi avec les CRIAVS, c'est une unité au CHU, et on travaille au CHU et en prison. Et je vois les autres de violences sexuelles qui parlent de l'utilisation de porn et comment ils passent d'un porn standard, entre guillemets, et ça l'excite de moins en moins. Et en fait, il passe à un autre porn plus hard, et plus hard, et plus hard, et plus loin. Et donc, c'est-à-dire que très vite, apparemment, il y a ce schéma qui s'installe. Ce n'est pas le seul, mais il y a cet élément-là que fait que, pas toujours, mais il peut aller vers quelque chose, un passage à l'acte qui est interdit pour chercher toujours encore des plaisirs. De dire aussi un mot, très rapidement aussi, on a parlé beaucoup récemment de chemsex, par exemple. C'est quoi le chemsex? Ça existe depuis un moment. Mais on a parlé de chemsex, on parle d'autres choses. Et je pense qu'il y a tout un chapitre d'ouvrir sur ces sujets-là qu'on parle maintenant, surtout avec l'humoriste qui à ce moment poursuivi pour cette affaire-là. Mais je pense que tous ces côtés d'extrême, c'est aussi quelque chose qui doit nous questionner. Et je pense interroger qu'est-ce qu'on fait dans notre société, comment on doit répondre à ces questions, et lié avec cette idée que, effectivement, je joins aujourd'hui à 100%, les enfants, et Yann, les enfants qui ont accès à 9 ans, aujourd'hui 9 ans, on parle, le premier porno commence à 9 ans sur les téléphones, et souvent c'est imposé, ils n'ont pas fait le choix c'est imposé par les autres enfants. 9 ans, vous vous rendez compte, ils ne sont pas du tout prêts ou prêtes de voir ces images, ces vidéos, hein, c'est des vidéos qu'ils voient, et je pense qu'il faut qu'on s'interroge. Et quand j'ai parlé avec les responsables de cette TikTok qu'on a vu, et ils ont dit oui, on voudrait mettre en place des sauvegardes et des protections, mais en fait, il n'y a rien qui se passe concrètement. C'est commercial, c'est l'argent hein, qui domine et qui motive. Donc je pense qu'il faut qu'on est réaliste sur cette situation. Encore une question? C'est rien, vous ne me ferez pas sortir. Hein. Mais il n'y a personne derrière. Oui, bonsoir, bonjour. Moi, ma question, c'était par rapport au sujet qui a été un peu évoqué tout à l'heure. C'était justement, vu vos expériences, et ce serait abordé du coup la sexualité épanouie en santé. Qu'est-ce que c'est une santé sexuelle? Voilà, c'était ça ma question. Santé sexuelle, un bon santé sexuelle, hein, je pense qu'on ne peut pas définir comme ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans les deux personnes qui sont là, ou d'autres, ça peut être 3, 4, hein, c'est la personne qui réunissent pour cette santé sexuelle et qui leur fonctionnement, leur vie est satisfaisante. Ça ne pose pas de problème. C'est quand la sexualité pose problème qu'on peut mettre en question sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans cette santé sexuelle. Mais si les choses qu'ils font sont entre les adultes consentants, j'insiste, et c'est OK. C'est OK. Et si ça le convient, et c'est OK. Si c'est forcé, que je dois faire quelque chose parce qu'il y a une demande, il y a un monsieur qui demande que je fasse une sodomie et je n'ai pas envie de faire ça. Non, je ne veux pas. C'est non. C'est non. Point blanc. C'est tout. Et je pense que le bon santé pour moi, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Jody... Je suis 100% d'accord. Hein. Une sexualité, une bonne santé sexuelle, c'est une sexualité dans laquelle chaque membre du couple, ou plus, si on parle d'autres relations, s'épanouit. C'est vraiment ça. Et il n'y a pas d'épanouissement sans consentement, parce que la notion de consentement, encore aujourd'hui, on a tendance à la laisser de côté. C'est-à-dire que la génération des trentenaires dont je fais partie, j'ai l'impression qu'on est la génération qui a été éduquée
d'une certaine manière, et nous, on essaye un petit peu de rectifier le tir. Et la génération qui va venir après nous, il y a une étude qui a été menée à ce sujet. Pour 75% des jeunes de 16 à 25 ans, ils n'imaginent pas avoir une relation sexuelle sans consentement. Tandis que pour les quinquagénaires aujourd'hui, par exemple, j'entends des fois des aberrations, genre eh oui, je suis bien obligé de me forcer pour qu'on ait des rapports sexuels. Non, la sexualité, ce n'est pas se forcer, c'est un échange avant tout. Ça ne doit pas être unilatéral, ça doit être partagé avant tout. Pour le consentement, il y a une petite vidéo qui dure 2 minutes 30 sur YouTube. Vous tapez tout simplement tasse-T, hein, un britannique, anglais, tasse-T, consentement. Et vous allez trouver un truc génial que nous, on utilise avec les adolescents qui sont des auteurs de violences sexuelles. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais un tiers de tous les auteurs sont des enfants, contre les enfants, en fait, qui agressent les enfants. Et donc, on utilise ces petites vidéos et c'est fantastique. Et vous allez rigoler, mais en même temps, le message est très clair sur le consentement. Tasse-T, consentement. Merci Wayne. Alors, c'est un jour de grève, moi je fais la grève. Donc, c'est foutu. On va continuer. Ils sont vraiment pas contents. Mais sur quoi ils interviennent? Est-ce que c'est mieux que le sexe? Demande-leur. Oh, pas mal. On les invite alors. On les invite. Bon, c'est bon, ils ont gagné. Alors là, sur ce coup, j'avoue, je peux rien dire. Je tenais du coup à remercier les deux intervenants, le public toujours aussi nombreux, la foule en délire sur les écrans dehors. J'étais très content. Merci aux équipes de Radio Aviva de faire ces quelques années avec vous. Et c'est la dernière, un petit crève-cœur, mais je reviendrai. Bonne soirée à tous.